toutes et à tous. On va vous demander de vous asseoir pour ceux qui ont envie d'y participer. Je me présente, je suis Emmanuel Dutheil, je suis le directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'une thématique passionnante, énergie, agriculture au cœur de la transition. C'est vrai qu'on a l'habitude parfois d'opposer ces deux métiers. Et vous verrez, je pense qu'au fur et à mesure de ces discussions, on va se rendre compte qu'il y a peut-être plus de points d'accord que ce que l'on peut imaginer. Mais comme c'est la tradition, et cette tradition elle est importante et très utile, je laisse à notre coordinateur Eric Labaille, vous le connaissez tous, hein, c'est le président de l'école polytechnique, très heureux de venir d'entrer dans le top 40 des meilleures écoles au monde, donc on peut le féliciter pour ça, vous avez le droit de l'applaudir. Merci. Vous êtes 38e, c'est ça? Comment? 38e, exactement. Moi j'aurais pu dire le top 38, ça fait encore plus riche. Mais en tout cas, je vous laisse, cher Eric, le soin de faire l'introduction et de poser les termes de ce débat, si vous le voulez bien. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je commencerai simplement par rappeler qu'une tendance de fond qu'on de temps en temps on pourrait oublier, mais qui conduit aux grandes questions sur l'énergie et l'agriculture, c'est la tendance démographique. Donc juste pour se rappeler quelques chiffres, on avait 1,2 milliard de consommateurs en 1990, on en a à peu près 4 milliards aujourd'hui, 5,5 milliards en 2030 et 6 à 7 milliards en 2050. Donc on voit tout de suite qu'en 40 ans, 50 ans, on a une tension fondamentalement sur les ressources, puisque ces consommateurs, évidemment, consomment de l'énergie de l'agriculture, et bien multiplié par 5 ou 6. Les deux enjeux, justement, qui résultent de cette croissance démographique, le premier enjeu, c'est comment faire la décarbonation. On sait tous l'ambition de faire du net zéro en 2050. Je rappelle qu'aujourd'hui, 50% en tout cas de la consommation énergétique, c'est le secteur de l'énergie, et donc on en parlera. Comment décarboner le secteur de l'énergie? Et quand on voit cette croissance mondiale d'ici 2050, il faut enlever 75% de la teneur en carbone de l'industrie énergétique. Donc un enjeu massif sur lequel on va revenir. Et le deuxième élément de l'agriculture, c'est que ça représente à peu près 20 à 25% des gaz à effet de serre. Alors plutôt du côté du méthane, du protoxyde d'azote, mais donc là aussi, de nouveau, un enjeu majeur autour de l'agriculture, de la décarbonation de l'agriculture. Et le deuxième enjeu autour de la croissance démographique, c'est simplement est-ce qu'on est capable de soutenir le développement tout simplement pour nourrir la planète. On sait aujourd'hui qu'on a de nombreux sujets autour de la raréfaction de l'eau. Question, est-ce qu'on a suffisamment de matériaux? On a une Terre qui est finie par essence, avec une croissance exponentielle des demandes en matériaux. Donc là, deuxième enjeu que l'on discutera, est-ce qu'on peut effectivement soutenir cette croissance démographique autour de l'agriculture? Alors, 4 thèmes, il me semble important d'adresser en termes des solutions. La première solution que l'on va débattre, c'est les modes de production. Est-ce qu'on évolue les modes de production? On sait tous évidemment l'évolution pour les énergies renouvelables. Donc quelle est la vitesse, quelle est l'échelle à laquelle on peut avancer sur les énergies renouvelables? Le deuxième sujet du côté de l'agriculture, c'est est-ce qu'on est capable de faire une agriculture sans engrais? Puisqu'aujourd'hui on a une grande croissance de la productivité agricole avec les engrais. Est-ce qu'on est capable de continuer à avoir une croissance de la productivité agricole pour nourrir les 5-6 milliards de consommateurs? Eh bien, question aussi qu'il va falloir regarder. Et la troisième, c'est l'innovation. Est-ce qu'on a des nouvelles sources d'énergie, des nouvelles sources de production, des nouvelles plantes, des nouvelles semences qui peuvent justement répondre à cet enjeu d'alimentation ou d'énergie décarbonée? Le deuxième domaine qu'il va falloir discuter, c'est le domaine de la consommation. C'est le deuxième levier. Est-ce qu'on est capable de baisser la consommation d'énergie, baisser la consommation alimentaire? Évidemment, question d'efficacité énergétique. Et là, tout le monde travaille dessus. D'ailleurs, à l'école polytechnique, on a un labo entièrement sur l'efficacité énergétique afin de baisser la consommation, je dirais, à utilisation constante. Et on le voit aussi du côté de la consommation agricole. Eh bien, est-ce qu'on peut baisser la consommation individuelle? Est-ce qu'on adresse la question de l'obésité? Est-ce qu'on adresse la question du mix animal-végétal, puisqu'on sait qu'une grande partie des gaz à effet de serre viennent du monde animal? Et puis, dernier élément, quid du gaspillage? Puisque la plupart des études montrent que dans la chaîne de production agroalimentaire, on a à peu près un tiers de gaspillé, en tout cas non utilisé. Donc là, est-ce qu'on a des façons de réduire ce tiers et de le réutiliser ou de ne pas le produire, ce qui éviterait de mettre une tension sur les ressources. Quatrième sujet à discuter, c'est l'économie circulaire, puisqu'on peut réduire la production, ou améliorer la production, réduire la consommation. Quid de l'économie circulaire qui fait une réutilisation massive des matériaux? Alors on le voit classiquement dans les matériaux de production des biens, mais également dans le domaine agricole. Est-ce qu'on a une réutilisation justement des matériaux? Est-ce qu'il faut également aussi repenser le mode de conception, avoir dès le début de la conception des produits une éco-conception qui va permettre de faire du recyclage et donc de réutiliser les matériaux
pour un usage matériau constant, mais un usage grandissant. Et enfin, le dernier point que je mentionnerai dans les questions, pourquoi a-t-on mis aussi agriculture et énergie dans la même table ronde? C'est qu'on a un lien important entre les deux. 20% de l'énergie renouvelable, en tout cas en France, vient de l'agriculture. La biomasse, le solaire, l'éolien. Donc déjà une part importante, 3% de la production globale, qui vient de l'agriculture. Mais deuxièmement, on a aussi une compétition, presque une concurrence entre l'énergie et l'agriculture pour les surfaces disponibles. Est-ce qu'on met des terres arables pour cultiver ou est-ce qu'on utilise un champ pour faire du photovoltaïque ou mettre de l'éolien? Et là aujourd'hui, il y a toute une question, je pense que ça sera adressé dans la table ronde, de l'agrivoltaïsme. À savoir, est-ce qu'on peut à la fois avoir un champ de photovoltaïque au-dessus de culture? Est-ce qu'on n'a pas effectivement là un chemin à avancer qui permet à la fois de produire, même d'améliorer la production puisque ça protège un peu plus du soleil, ça préserve l'eau, mais en même temps ça produit de l'énergie. Donc voilà un petit peu les enjeux. 4 domaines à regarder, le mix de production, la demande, l'économie circulaire et puis l'équilibre entre agriculture et énergie afin de résoudre 2 grands enjeux, la décarbonation de ces industries et puis soutenir en fait le développement démographique mondial. Et on peut déjà applaudir Eric pour cette introduction qui pose les bases. Un énorme merci effectivement pour cette introduction qui pose avec brio les bases du débat. C'est peut-être le 4e point que l'on va le plus développer, parce que moi-même en préparant cette intervention, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être plus de liens entre agriculture et énergie. Quand j'ai dû préparer cette table ronde, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'on nous mette tout ça sur la table. Et finalement, je pense qu'on va réussir à faire cela. Je vous présente nos débatteurs dans l'ordre alphabétique, comme ça, il n'y a pas de question d'ego. Xavier Barbaro, qui est le président et directeur général de Neonen. Cécile Belliot, qui est la directrice générale du groupe Bell. Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA. Olivier Scalab, qui est le directeur général France du Boston Consulting Group. Et Thierry Vergniaud, qui est le directeur général en charge de l'onshore chez Iberdrola France. On va donc débuter, si vous le voulez bien, avec vous, Arnaud Rousseau. Je rappelle donc que vous êtes le patron de la FNSEA. Alors, il suffit que je regarde cette salle et le nombre de ventilateurs, le nombre d'éventails, le nombre de garçons qui n'osent pas prendre un éventail et qui utilisent le programme pour voir qu'il fait très très chaud, encore plus chaud, j'ai regardé, que ce qui est le temps du mois de juillet traditionnellement à Aix-en-Provence. Il y a donc, et ça va être assez classique, une nécessaire adaptation au changement climatique. Mais ce qui m'a plu, c'est quand on a préparé cette intervention avec vos équipes, je crois que vous êtes vraiment sur l'idée de se dire, bon bah c'est un fait. Donc d'un fait, faisons une opportunité plutôt qu'une contrainte. Oui, bonjour à tous. Effectivement, à la FNSEA, on considère que ce changement climatique pour les agriculteurs, c'est maintenant une réalité. Les fenaisons, les vendanges, les moissons sont maintenant avancées en Europe de plus d'une quinzaine de jours sur les 15 dernières années. Et donc, c'est un constat que chacun opère. La FNSEA, en 2020, avait déjà commis un rapport qui était le changement climatique, une opportunité pour l'agriculture. C'est une opportunité parce que, finalement, face aux défis que vous venez de décrire, il y a 2 enjeux. Il y a continuer à nourrir une population qui ne va cesser de croître, et le fait démographique est maintenant posé. Et de l'autre, répondre à l'enjeu de décarbonation. Or, l'agriculture est à la croisée de ces 2 défis, parce qu'elle a à la fois cette capacité de décarbonation, comme là la forêt ou l'océan, et de l'autre, elle a, je dirais, de manière consubstantielle, le devoir de nourrir les populations. Et donc, quand vous êtes à la croisée des enjeux tels qu'ils se présentent aujourd'hui, évidemment, quand vous êtes le monde agricole, vous avez une responsabilité et des défis à relever. Alors, avant de parler des sujets, évidemment, de changement climatique, il y a quelques défis. Et on est ici aux Journées économiques d'Aix. Le premier défi, c'est l'économie, c'est celui de la souveraineté, de la compétitivité et du revenu. Et de l'espoir. Bien sûr, mais je voudrais rappeler quand même que l'agriculture en Europe, c'est des rentabilités de capitaux employés de l'ordre de 1%. Ça ne fait pas complètement rêver les investisseurs. Ce sont des volumes horaires de travail qui sont de l'ordre de 55 à 60 heures. C'est la classe socio-professionnelle qui, sur le papier, travaille le plus. Et ce sont des revenus qui sont avec des écarts types et des variabilités importantes, mais en tous les cas relativement faibles. Et donc vous voyez que le premier enjeu, c'est d'abord celui de la compétitivité de l'entreprise. Les fermes européennes ont des tailles différentes, mais elles ont un enjeu évidemment de compétitivité à relever et de revenus pour ceux qui travaillent la terre. Elles ont un enjeu de renouvellement des générations. Je le dis aussi parce que ces métiers devront attirer des talents avec l'équation que je viens de vous décrire. Et puis elles ont
ce rôle de réponse à la question sociétale de que fait-on dans le moment dans lequel on est. Et face à ça, on pense qu'on est encore une fois un élément de la solution. Alors justement, j'en viens à vous, Cécile Belliot. Je vous voyais hocher de la tête à peu près à tout ce que disait Arnaud Rousseau. Plus besoin de présenter le groupe Bell quand même. On dit que vous faites au moins la vache qui rit quand même. Ça vous va? Comme ça au moins tout le monde est au courant de ce que fait ce très beau groupe agroalimentaire. Agriculture, énergie, en fonction de ce que vient de dire Arnaud Rousseau. Comment voyez-vous la transition de votre modèle? Moi, évidemment, j'acquiesçais parce que le débat a été très bien posé. Si je vous redonne juste les chiffres qui viennent de tomber là, de l'OCDE, et là, je ne vais même pas vous parler de 2050. Je vais vous parler de dans 10 ans. 10 ans, ce n'est pas grand-chose. 2032. 33. La demande en denrées alimentaires va augmenter de 15% à horizon de 2032. La croissance, elle va venir d'où? C'est très simple. L'Asie, l'Inde, qui est devenue le pays le plus peuplé au monde, la Chine et l'Inde, où les classes moyennes accèdent en fait à une alimentation, et l'Afrique subsaharienne. Et puis là, on va se dire une chose, on va se dire que aujourd'hui, le modèle, il crée quoi? Il crée 800 millions de personnes qui sont malnutries, 300 millions d'enfants qui sont malnutris. C'est pas possible en fait, parce que l'alimentation, c'est pas un business. L'alimentation, c'est un droit humain. On a le droit de nourrir 3 fois par jour décemment ses enfants. C'est un droit humain, c'est comme le logement, c'est comme la santé. Et donc, quand on part de ce constat-là, nous, quand on est un groupe comme le groupe Bell, en plus, c'est un groupe familial et c'est une entreprise qui a 150 ans. Donc, moi, la seule obsession que j'ai, c'est comment je construis une entreprise qui va opérer dans les 100 prochaines années. Quand on raisonne comme ça, on ne peut pas voir l'enjeu qu'il y a derrière l'alimentation. Et l'enjeu derrière l'alimentation, c'est la santé des gens, c'est le climat. C'est évidemment la perte majeure de biodiversité. C'est aussi, évidemment, le sujet du bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent. Parce que moi, je le dis toujours, moi, je nourris, mais personne. Si je n'ai pas une pomme avant la pomme pote, il n'y a pas de pomme pote. S'il n'y a pas de lait avant le Babybel, il n'y a plus de Babybel. Et le problème du modèle qu'on a construit aujourd'hui, c'est qu'il paupérise l'amont. Il paupérise ceux et celles qui nous nourrissent. Donc si on ne sort pas de cette équation... Les lois Egalim n'ont rien changé? Bien sûr que si. Et encore une fois, je vais vous montrer, nous, ce qu'on fait et comment on le fait. Mais si vous regardez le modèle dans son ensemble, c'est un modèle aujourd'hui qui ne permettra pas de nourrir les 10 milliards de personnes parce que justement, il y a une forme de paradoxe dans la relation au temps. Nous devons agir tout de suite, maintenant, de manière urgente, parce que tout ce qu'on va mettre en œuvre prend du temps. Parce que l'agriculture, c'est le temps long. Et le climat et les enjeux climatiques, et l'enjeu de l'eau, et l'enjeu de la perte de la biodiversité, et l'enjeu du lien entre alimentation et santé, c'est aujourd'hui. Je vais vous donner juste un chiffre qui illustre le problème du modèle quand même. Allez, deux. Un premier chiffre qui est, je reviens d'Indonésie. J'y étais il y a 2 semaines. L'Indonésie est un des pays où, de manière majeure, la population a augmenté et la population s'est enrichie. Donc, ils accèdent à plus d'alimentation. Factuellement, ils s'alimentent plus. On a les données sur les déficiences nutritionnelles de la population indonésienne. Et on a les mêmes données il y a 10 ans. Donc, on va se demander, puisqu'on a contribué à ce que cette population s'enrichisse, à quel point nous avons fait progresser la population indonésienne et les enfants sur les déficiences en 10 ans. Vous savez de combien on a progressé? J'en ai aucune idée. Vous me regardez, là, je suis vraiment mal. Je ne sais pas du tout. Zéro. Il n'y a pas une déficience dont souffrent les enfants indonésiens qui a progressé. On a les mêmes déficiences en protéines. On a les mêmes déficiences en minéraux essentiels et en calcium. Vous savez ce qui a progressé? L'obésité. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a créé comme modèle? On nourrit plus les gens, on donne plus de calories, ça ne sont que des calories vides. C'est ça qui se passe. Deuxième chiffre que je voulais partager avec vous, ces fameux pays émergents qui progressent, s'ils adoptent le même régime alimentaire que les pays riches, nous,
c'est tous ceux qui sont dans la salle. S'ils adoptent ces régimes alimentaires, et on va leur souhaiter quand même qu'ils accèdent à un petit peu plus de protéines qu'aujourd'hui, puisque la malnutrition, elle est chez eux, on dépasse de 260% la trajectoire carbone des accords de Paris. Donc moi, mon enjeu, il est, et sur l'amont, de transitionner et d'adopter des méthodes agricoles vraiment durables, et j'y reviendrai, vous verrez qu'on a des solutions. Y aller aussi pour faire savoir et faire comprendre que si nous, les pays riches, nous ne changeons pas la façon dont nous nous alimentons, nous n'avons aucune chance, mais aucune, de résoudre le problème du climat. Alors je vais aller contre les règles que je vous avais fixées de ne pas parler plus de 4 minutes, mais ce que vous voulez dire pour qu'on comprenne bien, c'est on doit autant réduire qu'eux vont devoir augmenter. C'est ça que vous vouliez dire à la fin ? C'est un très bon point, parce qu'en fait, non, on ne peut pas manger moins, mais on peut manger mieux. Non, mais on peut se nourrir différemment. Exactement. Et typiquement, le groupe belge va sur le végétal. Donc je pense c'est un des exemples, et j'illustrerai quand je parle de solutions, mais voilà. C'est tout l'enjeu. Il faut produire mieux, et il faut manger mieux. D'accord, je voulais juste qu'on précise ça, et effectivement, je pense que c'était très important. Thierry Vergnaud, je passe à vous. Vous êtes donc l'un des responsables du groupe Iberdrola. Vous allez nous dire en un mot quand même ce que vous faites. Et plus largement, parce que c'est pour ça que j'ai trouvé ça passionnant que vous soyez tous sur la même table. Chez vous aussi, le modèle est repensé, parce qu'avant de produire la meilleure des énergies, c'est un poncif aujourd'hui en 2023, mais c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. La sobriété est aussi à la mode chez vous. La sobriété, oui. Bon, dans un premier temps, je vais vous dire quelques mots d'Iberdrola, puisque nous n'avons pas encore la notoriété qu'on souhaiterait. Nous sommes une entreprise, un groupe qui a plus de 30 ans d'existence, qui a investi 130 milliards dans les 20 dernières années. Nous avons des investissements entre 2020 et 2030 qui vont s'élever à 150 milliards dans le monde. Ensuite, c'est un groupe international. On est présent dans l'ensemble des continents et on est également présent en France. C'est des hommes et des femmes qui travaillent ardemment dans ce groupe. Donc nous sommes 40 000 salariés et nous avons 100 millions de clients puisqu'on vend l'énergie à nos clients dans différents endroits du monde. Enfin, en termes de capacité de production, on a été un des premiers à s'orienter de façon massive au niveau des énergies renouvelables. Donc nous disposons d'un potentiel de production de 60 gigawatts dans le monde et la partie qui est d'énergie renouvelable, c'est-à-dire les barrages, le photovoltaïque, l'éolien, il est à hauteur de 39 gigawatts. En France, nous sommes présents depuis une vingtaine d'années. Nous avons développé des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques et en fait, nous nous réjouissons de la position de Polytechnique dans le classement des grandes écoles au niveau du monde. Et pour honorer la rencontre économique d'Aix, nous avons injecté les premiers électrons du deuxième parc éolien français à Saint-Brieuc hier. C'est un parc de 500 mégawatts avec 62 éoliennes qui sera finalisé en termes de construction. Vous n'avez pas le droit aux applaudissements, vous, mais c'est l'un des plus grands de France quand même. C'est le deuxième, oui. Et donc les 62 éoliennes seront terminées et raccordées complètement au réseau en fin d'année. Et en fait, un an avant les Jeux Olympiques, on a la joie de monter sur le podium et d'être le deuxième français. Alors effectivement, les modèles changent et les modèles bougent. Le fait que nous développions des parcs éoliens et des parcs solaires sur l'ensemble du territoire français fait que nous sommes en relation avec les agriculteurs, nous sommes en relation avec les collectivités locales, dans les zones rurales. Vous savez qu'on ne fait pas des parcs éoliens à moins de 500 mètres des habitations. Il y a tout un tas de contextes. Donc, on est au contact de la ruralité, on est au contact des agriculteurs et l'ensemble des bailleurs chez qui nous louons des sols pour faire des centrales photovoltaïques ou des parcs éoliens, en fait, pour une très grande majorité, ce sont des agriculteurs. Donc, naturellement, le sujet de l'énergie s'est posé. Nous sommes présents sur les sujets, donc on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau de l'agrivoltaïsme et de tous ces sujets. Et enfin, en termes de sobriété, nous avons une division dans notre groupe qui regarde ces sujets, qui met des bornes de recharge, qui met de l'autoconsommation, qui regarde de quelle manière on peut réduire les consommations énergétiques, parce qu'effectivement, l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la meilleure des énergies. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Ça ne suffit pas, mais c'est souvent quand même un préalable, on l'a vu sur l'hiver dernier. Xavier Barbaro, je passe à vous un peu la même question. Alors déjà de nous présenter un peu Neonen, parce qu'on
on vous connaissait, je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle ait une bonne connaissance de tout ce que vous faites. Et en plus, vous êtes un acteur français, donc c'est quand même bien de valoriser ce qu'on fait chez nous. Et sur cette notion de sobriété, vous aussi, malgré tout, ça fait partie de l'ADN de la création de Neoen. Neoen, pardon. Neoen. Bien sûr, oui, Neoen est une société française qui existe depuis maintenant 14 ans, qui était une start-up devenue PME, devenue ETI, devenue aujourd'hui une société cotée. Alors, les chiffres sont amusants par rapport à ceux d'Iberdrola, parce qu'on est 100 fois moins nombreux en termes de personnes et on est 10 fois plus petit en termes électriques. Donc la question, est-ce qu'on est 10 fois plus efficace? J'en sais rien, mais en fait la réponse c'est qu'en fait on fait des parcs d'assez grande taille, on fait du solaire, on fait de l'éolien terrestre, pas trop en France, plutôt en Australie, en Finlande ou en Suède. On fait des batteries aussi qui sont un élément important du dispositif. Et on se reconnaît beaucoup dans un certain nombre de mots qui ont été dits. Je pense qu'on partage avec le monde agricole et plus largement d'ailleurs avec le secteur agroalimentaire les mêmes enjeux de qualité, de pérennité, de sobriété, de souveraineté, de satiété d'une certaine manière, puisque nous aussi on essaie de répondre à un besoin important qui est celui de l'énergie. L'idée n'est pas évidemment de choisir entre se nourrir et s'éclairer. On veut nous aussi répondre à un besoin fondamental de l'être humain qui est d'avoir accès à l'énergie et de répondre à des besoins existants déjà importants et des besoins futurs encore plus importants puisque le monde devient de plus en plus électrique. Et on ne veut surtout pas s'opposer au monde agricole, on veut s'inscrire dans la même démarche. Vous êtes même plutôt en partenariat, si j'ose dire. Oui, c'est un peu fort le mot quand même. Mais... Si, il est légitime. On a par exemple signé un partenariat, on était le premier depuis plusieurs années déjà avec la Fédération nationale ovine. Donc nous, on travaille beaucoup sur la dimension où on conjugue de la production photovoltaïque et de l'élevage. On travaille aussi maintenant aussi avec des cultures, mais historiquement, le parti pris de Neoen, c'était plutôt de travailler sur la partie élevage. Aujourd'hui, les 2/3 des projets photovoltaïques de Neoen en France, et ils sont nombreux, puisqu'on investit à peu près 300 millions d'euros chaque année en France, les 2/3 de ces projets sont à dimension agri-solaire. Et ça ne veut pas dire juste qu'on a comme contrepartie des agriculteurs, ça veut dire qu'on essaie de construire ensemble un projet qui va à la fois augmenter ou pérenniser une activité agricole et qui va par ailleurs évidemment produire des électrons, certes de manière moins intensive que sur un champ photovoltaïque qui serait complètement dédié à ça, mais avec aussi une anthropisation. Donc on veut coexister avec le monde agricole et puis justement on essaie de réfléchir à ça, en particulier à la lumière des expériences qu'on peut avoir à l'étranger, puisque Neoen est présent aussi en Australie, en Amérique latine. Et vous développez même des solutions de stockage. Et le stockage qui est aussi une manière finalement... On aura moins besoin d'agriculture si on arrive à stocker quand même. Bien sûr. Donc ça permet de dimensionner au mieux la production, donc qu'elle soit solaire ou éolienne, puisque justement si on est capable de stocker, ça nous évite de surdimensionner les actifs. Neoen aujourd'hui un des leaders mondiaux dans le stockage. On a fait beaucoup en Australie, en particulier avec Tesla, mais c'est vrai qu'on en fait aussi maintenant de plus en plus en Europe et en France. La France a souvent été en France. Oui, il va y en avoir de plus en plus. La France est un peu le mauvais élève de l'Europe en matière d'énergie renouvelable, mais on a bon espoir de participer à la résolution de ce problème qui est finalement un problème pour nous tous. On a envie d'avoir une énergie plus verte, plus souveraine, moins chère, et ça c'est ce qu'on peut apporter avec nos solutions, pour peu qu'on nous laisse avancer, ce qui n'est pas toujours le cas. Nul n'est prophète en son pays. Et ben voilà, on passe à vous maintenant, Olivier Scalabre. On présente peut-être le BCG d'un mot, vous allez nous le dire, mais bon, cabinet de conseil, tout le monde vous connaît quand même. Et justement, on vient de le voir là, et moi c'est ce dont j'ai été étonné en préparant cette table ronde, et vous me l'aviez même dit avant que la table ronde puisse avoir lieu, il ne faudrait pas faire l'erreur d'opposer ces deux secteurs. Au contraire, il faut que chacun bosse en même temps et ensemble. C'est comme ça qu'on pourrait résumer, Olivier Scalabre ? Oui, tout à fait, Emmanuel. Alors, nous effectivement, on est Collez bien à votre bouche, le micro. Voilà. On est effectivement un cabinet de conseil et donc on aide les grandes entreprises à se transformer. Et ces grandes entreprises, c'est soit des grandes entreprises, ça peut être des grandes entreprises de l'énergie, mais ça peut être aussi des grandes entreprises de l'alimentaire. Et donc ça nous donne un peu une vision croisée de ces deux secteurs-là. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité entre ces deux secteurs. Alors on a l'image d'Épinal de l'agriculteur ou du pêcheur qui pourrait s'opposer à la pose d'une éolienne. Mais en fait, finalement, ces deux secteurs, on a besoin qu'ils réussissent ensemble. Parce que, Eric l'a dit tout à l'heure, c'est 75% du carbone qui est produit aujourd'hui par ces deux secteurs ensemble. Mais aussi parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et que leur réussite dépendra de la réussite de l'autre. Alors,
l'énergie a besoin du monde agricole, ils ont besoin du foncier agricole, hein, bien sûr, on en a parlé, et ça peut se faire en harmonie, Xavier, tu viens de le dire. Mais on a besoin aussi de ressources agricoles pour produire de l'énergie, c'est ça qu'on appelle la biomasse. Et la biomasse, aujourd'hui, c'est 6% dans le parc énergétique, dans le parc énergétique français. Et quand on veut tendre vers les scénarios à 1,5 degré, on voit que ces 4%, on a besoin qu'ils évoluent très fortement. Et donc, on a besoin, grosso modo, de rajouter 150 tétrawatts-heure de capacité dans la biomasse, ce qui correspond, si on fait une règle de 3, à grosso modo un tiers des surfaces agricoles utilisées, ce qui est beaucoup. Enfin, à l'échelle, c'est ça, vous êtes gentil, comment on c'est une récupère grosse tout ça? dépendance. Et à l'inverse, je pense que le monde agricole a aussi besoin du monde de l'énergie. D'abord parce que si l'énergie ne se décarbone pas, c'est le changement climatique et c'est les rendements agricoles et c'est tous les problèmes de l'alimentation qu'on vient de décrire avant qui vont exploser, encore plus qu'avant. Et puis aussi parce que c'est une source de revenus, je pense, pour les agriculteurs. Aujourd'hui, il n'y a que 10% des exploitations agricoles qui bénéficient de la production d'énergie. Ça va un tout petit peu évoluer avec la loi qui vient d'être passée. Exactement. Et donc, pour moi, c'est une opportunité aussi pour les agriculteurs. Et en fait, on voit que cet équilibre et cette coexistence entre les deux secteurs, en fait, la clé de voûte, ça va être les terres agricoles, mais aussi la biomasse et les conflits d'usage. Est-ce que les terres agricoles dont on a besoin et qui sont en nombre limité, on va les diriger plutôt vers l'énergie, plutôt vers l'alimentation, plutôt pour garder des puits de carbone. Et donc aujourd'hui, je pense que l'agriculteur va être aussi le gardien du temple, on aura en tout cas les clés de cette coexistence. Et justement, je poursuis avec vous avant de recommencer tout le tour de table. Il ne faut pas les opposer parce que, sauf si je me trompe et de ce que je viens d'entendre de ce que vous dites, il y a avant tout des facteurs communs. Donc travaillons sur ces facteurs et puis après on continuera le tour de table avec tout le monde, Olivier. Alors il y a des facteurs communs parce que c'est des deux secteurs qui sont en transition très forte. Et les transitions, ça a des défis qui sont les mêmes, quelles que soient les industries. Alors je vais en citer trois qui, à mon avis, sont très proches dans les deux secteurs. La première, c'est le défi technologique. Alors on l'a vu, il faut qu'on soit plus apte à la frugalité, mais on va avoir besoin de la technologie pour réussir. En tombant dans le technosolutionnisme ? Sans tomber, mais je vais vous dire une chose, aujourd'hui, dans le domaine de l'énergie, si on a aujourd'hui les clés pour décarboner 50 ou 45%, pour enlever 45 ou 50% des émissions de carbone, pour les 50% ou les 55% qui restent, on va avoir besoin de l'hydrogène, on va avoir besoin du stockage, on va avoir besoin de la capture du carbone. Et ça, aujourd'hui, c'est des défis technologiques qui sont hyper importants. Dans le domaine agricole, on a aussi besoin de nouvelles technologies. On a besoin de robotique, on a besoin d'intelligence artificielle pour faire du precision agriculture, on a besoin de biologie synthétique aussi pour enlever les fertiliseurs, etc. Et ça, aujourd'hui, ce défi technologique, c'est pas tant sur découvrir des nouvelles technologies, parce que ces technologies, elles existent aujourd'hui, c'est les mettre à l'échelle le plus vite possible. Quand on regarde juste un point sur l'énergie, on a aujourd'hui, si jamais on veut tenir les 1,5 degrés, on a besoin que ces nouvelles technologies, l'hydrogène, la capture du carbone, le stockage, etc., arrivent dans 5 ans maximum. Quand on regarde l'éolien ou le solaire, la génération d'avant, ça a mis 15 ans à passer de stade de prototype à passer de stade d'industrialisation. Et donc on a un vrai besoin, c'est pareil dans le domaine agricole, on a besoin d'accélérer cette technologie. Le deuxième défi commun, et je vais aller plus vite, c'est autour du financement. On a besoin de mettre énormément d'argent dans ces deux transitions-là. Il y a 37 000 milliards qui sont nécessaires pour la transition énergétique. Il y a 8 000 milliards qui sont nécessaires pour la transition agricole. Et aujourd'hui, on en dépense chaque année la moitié, dans les deux cas. Et donc, on a besoin d'avoir les acteurs du secteur financier, les acteurs du private equity. Vous voulez dire qu'il faut qu'on maintienne les objectifs financiers si on veut réussir cette transition. Il faut les doubler. Il faut doubler l'effort actuel. Et le dernier, c'est la formation. La formation, il y a des énormes enjeux de formation dans les deux domaines. Dans le domaine de l'énergie, les nouvelles technologies, elles ont besoin de soudeurs, par exemple. Et donc, on voit qu'il y a Orano, il y a EDF, etc., qui vont aller former 5000 soudeurs par an.
On sait qu'on n'en a pas assez. Dans le monde agricole, et c'est pas assez, et dans le monde agricole, on a besoin de former aussi l'ensemble de la filière et les agriculteurs à notamment l'agriculture régénératrice. Arnaud Rousseau, je repasse à vous du côté de la FNSEA. On l'a entendu depuis le début de cette table ronde, la question de l'équilibre finalement entre les deux, pouvoir se nourrir, pouvoir s'électrifier demain et peut-être que chacun se nourrisse l'un de l'autre. On a évoqué là le sujet de la biomasse. Par exemple, ça ne peut pas se passer sans vous. On ne peut pas mettre de biocarburant dans l'aéronautique si vous ne faites pas ça, vous. Alors, on ne suffira pas tout seul. Hein. Je pense que l'agriculture est un... Vous ne suffirez pas, mais sans vous, ça n'existera pas. Absolument. Mais c'est important d'être attendu dans la vie. Donc... D'abord, la première chose qui a été dite et sur laquelle je voudrais te revenir, parce qu'en agriculture, c'est parfois l'objet de paradoxes. La première chose, c'est qu'il faudra qu'on produise. Et je le dis parce que parfois, à la FNSEA, on parle de productivisme pour nous qualifier. Il ne s'agit plus de ça, mais c'est important de continuer à produire. Et singulièrement en Europe, qui a sur bien des plans perdu des parts de marché et en tous les cas, qui a perdu une forme de dynamique. La deuxième chose, il faudra du progrès. Et ce mot est très challengé en ce moment. Et le progrès, ça n'est pas non plus du technicisme incontrôlé, mais on a besoin demain de continuer à pouvoir progresser. Et notamment, pour prendre un exemple concret, on a des discussions en ce moment à Bruxelles sur les nouvelles techniques de sélection génomique, dont on aura besoin d'encadrer l'utilisation, mais qui seront par ailleurs nécessaires pour qu'on progresse et avoir demain des plantes, des variétés plus précautionneuses de l'utilisation d'eau, qui utilisent moins de pesticides, qui ont des cycles de végétation plus adaptés au climat. Enfin voilà, donc on aura besoin de progrès. On aura besoin aussi de territorialiser les solutions, parce que quand on parle d'énergie renouvelable, les contraintes ne sont pas les mêmes. Si on est par exemple ici, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une pression foncière extrêmement importante, ou si on a des régions avec plus d'espace, je pense notamment à des régions d'Europe dans lesquelles il y a plus d'espace et moins d'urbanisation. Donc les solutions ne seront pas les mêmes en fonction de là où on se situe, et le one fits all ne marche pas dans ce genre de problématique, notamment avec l'agriculture. Et puis les solutions évoluent. On pense à la production. Il y a très peu de temps, on ne pensait pas qu'on pourrait faire du tournesol, du colza si haut en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remonte assez nettement dans le nord de la France. Vous êtes obligé de vous adapter à un rythme... Alors, le colza, on en a fait effectivement partout en France. C'est vrai que le tournesol remonte en France et en Europe de manière assez importante, parce que les agriculteurs s'adaptent, parce que les assolements, c'est-à-dire la méthode de rotation dans les cultures, est en train d'évoluer, mais on est en train de faire ça. Donc je vous disais territorialiser. Je vous disais aussi, on aura besoin de discuter de manière apaisée sur les moyens de production. Je voudrais dire un mot sur l'eau. Parce que quoi qu'on fasse en agriculture, que ce soit produire de l'alimentation, produire de la biomasse, on aura besoin d'eau, pardonnez-moi cette la palissade, et du coup, dans le contexte dans lequel on est, il faut mieux l'utiliser. Et notamment quand elle est abondante, plutôt en hiver. Il faudra veiller à la réalité territoriale parce que les situations ne sont pas les mêmes. Mais on sait que globalement, on a des pluviométries en réduction faible, mais par contre avec des fréquences très différentes. Mais sur ce point peut-être très particulier, est-ce que vous appelez de vos voeux à ce que la France ne sait pas faire, réutiliser les eaux usées? A priori, on n'a pas besoin d'eau potable pour alimenter un champ. Absolument. Tout un panel de solutions, du stockage hivernal, de l'utilisation de goutte à goutte, c'est-à-dire moins d'eau. Je voudrais, pardonnez-moi un chiffre, mais on utilise en agriculture 30% d'eau de moins qu'en 2000 aujourd'hui, et avec 1 mètre cube d'eau, on sait produire 30% de biomasse. Donc vous voyez, le progrès est au rendez-vous. De la réutilisation, peut-être demain de la désalination. Il y a sur la planète tout un tas de solutions qui sont utilisables pour l'eau, mais on aura besoin de le faire. 2 mots encore, on aura besoin de continuité des politiques publiques. Ça veut dire quoi? Nous donner des sous et nous les donner dans la durée? Non, en tous les cas, on aura besoin de décisions, parce que quand on est dans ce type de modèle dans lequel il y a une transition forte, on ne peut pas donner des coups de barre à droite et à gauche en fonction des alternances politiques. On a besoin d'une forme de consensus qui nous permet de regarder loin et qui m'amène au point suivant, qui est on a besoin de continuité des politiques publiques parce qu'on aura besoin d'investissements massifs, ça vient d'être dit, et notamment en agriculture, parce que si on veut relever le challenge de à la fois la production d'alimentation, de biomasse, d'évolution des systèmes, avec un modèle qui sera très différent en fonction de là où on se situe sur la planète, eh bien on aura besoin d'investissements massifs. Et puis enfin, je le dis, on aura besoin de restaurer une forme de confiance, notamment sur la juste répartition de la valeur. Et je le dis parce que dans le lien entre l'agriculture et les énergéticiens,
Ce qui permettra demain qu'on accélère et qu'on soit plus performants ensemble, c'est la possibilité d'une juste répartition de la valeur. Les agriculteurs ont été un peu habitués à fournir du minerai, savent ce qu'est le niveau de la relation avec la grande distribution notamment, et ont été vaccinés. Et donc aujourd'hui, dans le débat, avant de savoir quelles techniques on utilise, où on les met, c'est quelle valeur ça génère et comment on la répartit, et pour nous c'est essentiel. Donc là, niveau énergéticien, vous venez d'entendre qu'il va falloir payer et payer un bon prix si vous voulez. Mais avant toute chose, pour que vous laissiez le temps d'y réfléchir à cette réponse, Cécile Belliot, je reviens vers vous. Quand on est industriel, on l'a bien compris tout à l'heure, vous êtes un maillon de cette chaîne de valeur totalement indispensable, et le propos là, d'Arnaud Rousseau nous laisse encore plus penser qu'il faut payer avant, il faut vous payer vous un tout petit peu quand même aussi au milieu, et puis derrière, il faut aussi que la grande distribution se rémunère. Mais comment on peut faire concrètement bouger les choses? Vous nous avez posé le constat tout à l'heure, mais c'est quoi les solutions du coup? Oui, et je voudrais surtout qu'on se dise une chose, c'est que le constat, tout le monde le connaît, là, il est clair. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'agir, et c'est d'agir maintenant. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais illustrer par 3 axes, parce qu'en fait, finalement, c'est pas très compliqué. La première chose qu'on fait, c'est qu'on travaille en partenariat avec l'amont pour faire basculer notre amont agricole sur ce qu'on appelle une agriculture régénératrice. Une agriculture régénératrice, vous savez, on peut débattre sur est-ce qu'on a besoin d'inventer une machine à capter du carbone. Moi, je pense qu'elle existe. Ça s'appelle le sol. Le rôle fondamental d'un sol sain... Il y en a beaucoup qui disent qu'il faudra quand même un captage de CO2 à côté pour atteindre nos objectifs. On ne peut pas le faire qu'avec l'agriculture. Mais ce n'est pas le débat, en même temps, ce n'est pas le débat de la table ronde. C'est intéressant quand même parce que tout est là et tout est dans la nature. Le sol, quand il est sain, il capte le carbone. Il a beaucoup moins besoin d'engrais pour produire. Il capte mieux l'eau. Il favorise la biodiversité. Les méthodes, on les connaît, c'est des méthodes d'agroécologie. Pourquoi on ne transitionne pas plus vite? Parce que quand vous avez un amont agricole qui ne sait pas ce qu'il va gagner à la fin du mois, vous pouvez lui parler de la fin de la planète, il ne va pas beaucoup bouger. Ce qui a fait que chez Bell, on a massivement fait bouger l'amont laitier, c'est parce qu'en 2017, on a décidé avec eux, mais ce qu'on fait en France, c'est juste une illustration parce qu'on le déploie partout dans le monde, c'est qu'on a défini un prix du lait qui ne dépend pas du prix de marché. Nous ne définissons plus le prix du lait en fonction du haut et des bas, on le co-construit avec nos éleveurs, on part de leurs coûts de production, et sur ces coûts de production, on a mis des bonus, des primes à la transition écologique. Ça nous a coûté, on le sait, c'est factuel, 10 millions par an, rien que sur la France, en 5 ans, c'est 50 millions. Et vous savez quoi, quand on fait ça, la magie du système, c'est que les agriculteurs qui sont des entrepreneurs, ils suivent. Et donc ça donne quoi? Ça veut dire qu'en un an, 100% de nos fermes en France, 800 fermes, sont passées sur un lait de pâturage. Elles pâturent les vaches. Et vous savez quoi? Elles pâturent avec un pâturage tournant. C'est pas obligatoirement du bio, on est d'accord. C'est un lait où on est juste sûr que les vaches sont en liberté. Elles sont dehors. Que quand elles sont dehors, c'est prouvé, elles émettent moins de méthane, parce qu'une vache n'est pas faite pour rester enfermée et manger du soja toute la journée. Donc l'estomac ne fonctionne pas tout à fait pareil quand c'est comme ça. On fait du pâturage tournant, ce qui veut dire qu'en fait, la vache a un rôle, l'élevage a un rôle. Vous ne pouvez pas faire d'agriculture biologique sans élevage. Ça n'est pas possible parce que l'animal apporte au sol et apporte un engrais naturel. Et le deuxième élément hyper important, c'est l'autonomie protéinique. Et donc nous, on est passé sur un lait qu'on dit non OGM parce qu'aucune des vaches qui pâturent dans les fermes partenaires que nous avons n'est nourrie avec du soja qui arrive directement du Brésil et qui provoque la déforestation. La déforestation n'est pas provoquée par les Brésiliens, elle est provoquée par nous. Elle est provoquée par la façon dont nous nous alimentons et le type d'agriculture que nous avons mis en œuvre. Donc ce type de modèle agricole, il existe. Mais qui paye les 50 millions en plus? C'est vous, consommateurs, ou c'est vous qui prenez ça sur votre marge? Aujourd'hui, l'avantage que j'ai, c'est que nous sommes une boîte familiale et qu'on pense long terme. Donc vous savez quoi? Les 50 millions, c'est nous qui les avons faits. La chose dont je suis absolument convaincue, c'est que si on continue à être dans le narratif qui est d'opposer les pauvres des villes aux pauvres des campagnes, on est sûr de ne pas trouver la solution.
Et en fait, on a un vrai sujet qui est qu'à un moment, une agriculture durable, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, vous pouvez le regarder, parce que l'amont agricole est paupérisé. Mais là, ce que vous dites, c'est que nous, et ici, donc, collectivement, on doit participer. C'est que chaque maillon doit apporter sa pierre. Absolument. Et par contre, il y a un sujet qui est réel, que je ne veux pas éluder, qui est le sujet de la précarité alimentaire en France. Mais ça n'est pas le même sujet. Il y a, et je prends l'exemple de la France, mais il y avait avant la crise inflationniste 8 millions de personnes, maintenant c'est 10 à 12. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ce sujet-là, on devait le prendre au collectif. On peut discuter d'une sécurité sociale de l'alimentation. On peut discuter comment nous, l'État, toutes les parties prenantes, on aide ces foyers qui sont précarisés. Mais tous les autres, ceux qui dépensent 14% de leurs revenus dans l'alimentation, ceux-là, ils peuvent faire l'investissement additionnel. Et je pense même que si tout le monde avait conscience de la valeur de l'alimentation, la santé des sols, le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent, on les mettrait. On les mettrait, ces centimes. C'est juste qu'il n'y a pas de conscience. Nous sommes très illettrés aujourd'hui sur le sujet de l'alimentation. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, je vous l'ai dit, c'est comment on aide à équilibrer ce que vous mettez dans votre assiette. Vous voulez faire baisser votre impact carbone, vous savez quoi? Demain matin. Mais demain matin, vous changez la façon dont vous vous nourrissez. La moitié de l'assiette, c'est pas compliqué, c'est des fruits et des légumes. 15% de l'assiette, c'est des protéines d'origine végétale. C'est prouvé, il y a un consensus scientifique là-dessus. Et là encore, du coup, moi, mon rôle, c'est quoi? C'est de vous donner envie. C'est de vous donner envie d'adopter une alimentation. Et là encore, pardonnez-moi, à un prix qui soit acceptable. C'est-à-dire que ce soit votre voisin de droite avec son autre casquette chez Le Sieur ou vous, c'est des produits qui coûtent cher. Oui, sauf que, encore une fois, l'enjeu, et vous le disiez, c'est la mise à l'échelle. Et donc, la solution, elle est bien dans faire bouger les comportements du consommateur, parce que c'est le consommateur qui va nous permettre de faire la mise à l'échelle. Et les solutions, elles existent. On bosse avec des startups qui travaillent sur toute la richesse qui est disponible en termes de protéines végétales. C'est juste qu'elles ne sont pas mises à l'échelle aujourd'hui. Alors, on est bien évidemment, c'est une variable de ces rencontres économiques. On est en train d'exploser le temps par rapport au temps de parole qu'on avait prévu. Je vais vous demander de couper un tout petit peu du coup votre temps de parole. Vous avez Barbaro et Thierry Vergnaud pour qu'on ait le temps de faire un dernier tour après. Xavier Barbaro, je passe à vous et juste après Thierry Vergnaud. Cette idée d'équilibre là qui était passionnante, explicitée à l'instant, vous aussi malgré tout, et on ne l'imaginerait pas quand vous êtes un groupe d'énergie, vous êtes vachement tourné autour de la grille solaire par exemple. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'est quelque chose qu'on a développé hors de France et qu'on fait aujourd'hui en France. Et je pense que c'est une très bonne manière de réconcilier un certain nombre de choses qui ont été dites. On entendait tout à l'heure qu'en fait il y avait des besoins de capitaux importants pour la transition. En fait, on ne manque pas de capital. En réalité, on manque de projets. L'accès au marché de capitaux, l'accès au marché des prêteurs, il est relativement fluide. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup de prêteurs ont envie d'augmenter leur implication dans le secteur. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on manque de matières premières à leur présenter, on manque de projets de centrales solaires ou de parcs éoliens à leur présenter. Et donc, ce dont on a envie, nous, chez Neoen, justement, c'est d'avoir plus de projets à leur présenter. Et donc, on a envie de montrer notre capacité à aller développer des nouveaux projets, en particulier avec une dimension agricole. C'est assez frappant d'entendre justement des questions de partage de la valeur. Nous, on est tout à fait disposés justement à apporter au monde agricole plus de ressources financières. Le mot financier n'est pas un gros mot. On est peut-être, nous, énergéticiens... Vous êtes prêts à leur donner des sous? Bien sûr. Nous, on est là pour 30 ans, donc bien sûr qu'on va verser des loyers, partager des revenus. On est peut-être le meilleur canal, on va dire, entre le monde financier, celui des investisseurs, celui des prêteurs, et le monde agricole, puisque justement, nous, on a l'ambition de produire plus. Produire n'est pas un gros mot, et on a justement envie de montrer notre capacité à marier ces deux mondes. Aujourd'hui, on a sous le nez, enfin pas sous le nez de l'autre côté du Rhin, on a un exemple réussi qui est en Allemagne, le mariage du monde de l'énergie et celui de l'agriculture. C'est parfois un peu décrié quand même aujourd'hui. Je ne crois pas que la France, Arnaud Rousseau nous dirait mieux que moi, mais je ne suis pas sûr que la France ait envie d'aller sur un modèle purement Allemagne que d'exploitation à 1000 vaches et de méthanisation à outrance, où parfois on fait plus d'énergie que d'agriculture. Non, je vais rester dans mon domaine, je n'ai pas la prétention de parler de méthanisation ou de nombre de vaches par exploitation, mais les agriculteurs allemands ont bénéficié, au sens financier du terme, de ce que l'éolien et le photovoltaïque, qui sont les deux domaines que Neoen pratique, ont pu leur apporter. Moi, je rêve justement d'apporter, à travers mon entreprise,
un complément de rémunération, un fonds de revenus stable à l'échelle de 20 ou 30 ans qui permet justement ensuite à des agriculteurs de prendre eux-mêmes des décisions d'investissement pour assurer la pérennité et la profitabilité de leur exploitation agricole. Je rêve d'être cette courroie de transmission à nouveau entre l'énergie et l'agriculture, et j'y crois beaucoup. Et en France, on a besoin non seulement de produire plus d'un point de vue agricole, mais aussi d'un point de vue électrique. La France était, jusqu'il y a 5 ans, le château d'eau électrique de l'Europe. L'an dernier, je vous le rappelle, on est allé quémander à nos voisins allemands des électrons parce qu'on ne savait plus en produire assez. Et on ne sait pas comment on passe le mur de 2030. Exactement. Et surtout, aujourd'hui, non seulement le renouvelable est une bonne solution en matière de production et évidemment en matière de décarbonation, mais c'est la source d'énergie la moins chère. C'est-à-dire que plus on va faire de solaire et plus on va faire d'éolien, plus on aura la capacité de partager avec le monde agricole la valeur qu'on crée et en particulier les économies qu'on fait réaliser à nos clients. Thierry Vergniaud, un peu la même question du côté d'Iberdrola. Vous aussi, vous travaillez sur le développement de l'agriculture. Alors sur un modèle un peu différent, vous avez des ombrières notamment. Vous mettez des panneaux solaires qui servent d'ombrières. Écoutez, on a un peu tous les types de développement. Sur la notion de partage de la valeur, nous sommes assez actifs au niveau de France Agrivoltaïsme pour essayer de faire avancer la filière. Cette structure, disons, professionnelle est coprésidée par la FNSEA, donc on est vraiment attentif à la notion de partage de valeur. On n'a pas de difficulté à discuter avec le monde agricole de manière à ce qu'il y ait un partage, mais il faut qu'il y ait un partage et également un équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que la notion énergétique soit prépondérante par rapport à la notion culture. Donc ça veut dire qu'il faut développer tout un tas de technologies et de savoir-faire en fonction des types d'élevage ou des types de culture, de manière à ce que ce soit quelque chose qui soit équilibré. Je voudrais, si vous voulez bien, juste resituer un peu la problématique et l'enjeu au niveau de l'agrivoltaïsme. En 2025, donc c'est demain, vous connaissez la vitesse avec laquelle on arrive à avoir les autorisations et la célérité des obtentions. Donc si on parle de dire qu'il y aura 2 gigawatts d'agrivoltaïsme installés en 2025, ça veut dire que c'est 2 gigawatts qui sont déjà en cours d'instruction, en cours d'études, etc. Donc c'est quelque chose qui est relativement précis. En 2026, qui est juste derrière, ça ne sera pas beaucoup plus important, ça sera de l'ordre de 3 gigawatts. Donc on est dans quelque chose, on est en bas de la, en bas de la courbe qui va s'accélérer. Où ça devient intéressant, et c'est vraiment l'enjeu de la discussion avec le monde agricole et avec les énergéticiens, c'est qu'en 2030, nous aurons 60% de la capacité solaire totale qui sera l'agrivoltaïsme. Parce que d'aller chercher des carrières, d'aller chercher des délaissés, etc., c'est plus la peine de chercher, il n'y en a plus. C'est comme si vous avez 50 chercheurs de champignons, vous arrivez derrière, il n'y en a plus. Donc, un des enjeux de trouver des fonciers qui permettraient d'avoir une production d'énergie, c'est avec le monde agricole. Et enfin, de façon un peu plus loin, on aura 60 à 80 gigawatts d'agrivoltaïsme sur les 120 qui sont prévus à 2050. Donc voilà exactement quel est l'enjeu. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de production laitière, etc. Nous avons développé des technologies, nous avons répondu aux appels d'offres de l'ADEME sur des petites unités de 3 MW. On a été lauréat avec une amélioration justement de la production laitière dans l'Est. Donc il y a tout un tas de tests et de sujets qui sont en train de se passer, mais qui doivent passer à une autre étape. Et l'étape, elle n'est pas encore réalisée. Et enfin, je terminerai là-dessus, si nous restons franco-français, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, nous, on a vraiment l'opportunité, la chance d'avoir une vision sur un ensemble de pays. Aujourd'hui, l'Espagne est dans une problématique de mettre en place des appels d'offres d'agrivoltaïsme sur l'ensemble du pays. C'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose, il y a d'autres sujets en Italie. Mais les technologies, aujourd'hui, il y a quelques technologies qui sont en train d'émerger, mais elles ne suffiront pas. Donc en fait, on a un enjeu de CAPEX, on a un enjeu économique de réussir à avoir suffisamment de projets, comme vous le disiez, suffisamment de projets autorisés, suffisamment de technologies à développer, de manière à ce qu'économiquement, elles puissent être réalistes. Voilà, et on va essayer de faire un dernier tour de table. On va réussir si vous avez tous 1 minute 30 secondes de plus. Arnaud Rousseau, vous le disiez tout à l'heure d'un mot, et malheureusement je suis déçu qu'on ait assez peu de temps pour ça, mais là on parle de solutions.
Quand on voit les débats qu'il y a eu autour des méga-bassines, quand on voit ce qui a pu se passer à Nantes, etc., le débat sur l'élevage, où même aujourd'hui des pays disent qu'ils vont détruire une partie du cheptel pour répondre aux obligations, comment on arrive à convaincre quand on a l'impression que le débat est bouché? On arrive à convaincre parce que le principe de réalité, et notamment en agriculture, s'impose toujours. Un certain nombre de nos compatriotes n'étaient pas très favorables au nucléaire, et quand on leur a expliqué que probablement l'hiver dernier, il y aurait des coupures, l'opinion publique a évolué. Moi, je suis absolument persuadé qu'en agriculture, les gens vont prendre conscience de l'utilité qu'on a à la fois de produire de l'alimentation et puis pouvoir contribuer à la production d'énergie. Je voudrais juste rappeler ici que l'agriculture française, elle est reconnue par un certain nombre d'organismes internationaux comme étant l'une des plus durables au monde. Durable, économique, environnementale et sociétale. Et donc évidemment, à chaque fois qu'on se pose la question de est-ce que c'est bien, il faut voir quelle est l'alternative. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Est-ce qu'il se fait quelque chose de mieux, durablement, dans un monde ouvert? Moi, je voudrais dire qu'il faudra qu'on trouve de l'équilibre en tout et qu'on aura besoin de partager. Parce que si l'agriculture est une solution, elle n'est pas la seule. Quand on parle de l'eau, il y a évidemment l'eau potable, il y a le partage. Quand on parle des techniques, on sait ce qu'on doit faire pour être moins impactant demain, pour pouvoir restaurer la biodiversité sur lequel l'agriculture a eu un impact et sur lequel elle peut demain venir. Donc il ne s'agit pas de nier les problèmes, il s'agit d'aligner les gens qui ont envie de travailler pour trouver des solutions. Et j'écarte évidemment tout ce qui relève de la décroissance ou d'un anticapitalisme primaire. Moi, le combat politique, je leur laisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions concrètes pour les agriculteurs au quotidien et faire en sorte qu'on avance. Je le dis aussi, il faudra qu'on trouve des équilibres parce que je voudrais dire un mot sur les protéines notamment. Il ne faut pas opposer protéines animales et protéines végétales. Nous, on est absolument convaincus que les deux ont leur place. Et que si on veut conserver, par exemple, les prairies qui sont des puits de carbone, on aura besoin de mettre des vaches dessus. Dans un certain nombre de territoires, en France, mais en Europe et dans le monde, il y a des endroits où on ne mettra pas autre chose que des animaux parce que l'environnement ne permet pas de faire des cultures arables ou pas dans les mêmes compétences. Donc il faut arrêter d'opposer. On a un modèle très français dans lequel, voilà, quand on regarde les enjeux, on a encore besoin, de parler du périmètre, et la France ne suffit pas, on a besoin de l'Europe. Deux, on a besoin de parler de cohérence, et puis ensuite on parle d'investissement, on regarde devant. Et l'agriculture, elle veut répondre aux deux. Elle ne veut pas abandonner l'alimentation parce que ça reste son cœur de métier, mais elle sait qu'elle peut répondre demain à des sujets de production de biomasse. Vous l'aurez tous noté que c'était un peu plus d'une minute, mais c'était passionnant. Vraiment, tous les autres, vous tenez la minute parce que sinon, je ne vais pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Et surtout, il y a M. Labeille qui doit faire sa conclusion. Il l'a préparée, donc il ne faut pas la rater. Cécile Belliot, comment on fait pour avoir une alimentation justement saine et durable en 2030 ? En une minute, c'est facile à faire. En une minute, je crois que en fait, c'est ce que j'ai expliqué. Donc nous, on est dans l'énergie là, de déployer. Je pense que le plus gros levier, il est individuel. Vous faites tous des choix. Vous rentrez tous dans les magasins, vous faites tous des choix de ce que vous mettez dans votre assiette, de la valorisation que vous mettez ou pas dans ce que vous achetez. Il y a un sujet que vous avez abordé qui est le gâchis alimentaire. Pourquoi, en fait, 30% de l'alimentation est gâchée ? Pourquoi, en France, plus de 20% de ce que vous mettez dans vos frigos est jeté ? Parce que vous n'y attachez aucune valeur. C'est ça. Donc, moi, je pense que le levier, il est chez nous et qu'en fait, il ne tient qu'à nous, encore une fois, de travailler différemment, de mettre du « et », de ne pas stigmatiser. Moi, je mets du « et » dans tout ce que je fais. Et je crois que, voilà, c'est ce qu'on illustre en étant ensemble sur la même table ronde. On a aussi des relations avec les distributeurs qui grandissent et qui évoluent. Et on est aussi capable de faire des partenariats avec eux parce que pour finir sur l'ensemble de la chaîne, le distributeur, il ne fait pas que distribuer, il sélectionne. À chaque fois qu'il met un produit dans un magasin, il le choisit. Quand il fait une promo, il l'a choisi. Donc il a un impact majeur sur la façon dont tout le monde se nourrit. Mais eux aussi, ils sont sur ces sujets-là. Ils les voient autant que nous. Ils ne sont pas sur la table ronde, donc on ne va pas aller jusque-là. Thierry Vergniaud, justement, dans cette sécurisation du modèle, comme vient très bien de le dire Cécile Belliot, les renouvelables vont devoir prouver qu'ils sont une sorte de vraie alternative. Exactement. Nous sommes en développement des projets d'énergie renouvelable de façon assez forte. On a deux enjeux qui se présentent devant nous. Le premier, c'est de ne pas opposer les gens ou les secteurs, les agriculteurs, les énergéticiens, les élus, les services de l'État. C'est plutôt de les fédérer. On a cet enjeu d'avoir la capacité de produire les gigawatts que je vous annonce et dont on a besoin et qu'on regarde.
Et l'enjeu majeur que nous avons, c'est de développer tous nos efforts pour arriver à obtenir une appropriation territoriale. C'est la seule issue. Donc ça, c'est le vrai challenge qu'on a pour l'instant. Xavier Barbaro, en conclusion, l'équilibre et le partage, et puis un dernier mot pour Olivier Scalabre, et après la conclusion tant attendue d'Éric Labaille. Oui, je parlais de partage tout à l'heure, mais pour fixer les choses, nous, on verse à peu près 10% de notre chiffre d'affaires en loyer pour les différents propriétaires qui accueillent nos projets. Donc plus on grandit, plus on versera de dizaines de millions d'euros, j'espère si possible à des agriculteurs, parce que je trouve ça bien. Et pour prendre aussi le sujet sous un autre angle, pour nos clients, indépendamment des gens chez qui on s'installe, nous on a l'ambition de fournir une électricité à la fois verte et française, et surtout 20% moins chère que toutes les autres alternatives classiques. Et donc plus on grandira, plus on sera redistributeur, partageur avec le monde agricole et d'autres univers, et plus on sera aussi un facteur de compétitivité pour nos clients, et en particulier pour le monde agroalimentaire qui s'intéresse aussi à cette source d'énergie. Olivier Scalabre, allez, vous y arrivez en 1 minute? Il faut créer des écosystèmes. Si on doit faire un pré-résumé avant Éric Labaille, et après on va se faire hurler dessus, donc vraiment vous tenez la minute. En fait, vous vous souvenez, au moment du Covid, il y a eu Schneider Electric, Renault, Air Liquide qui se sont mis tous ensemble et qui ont fabriqué des respirateurs. Voilà. Et ben en fait, là, c'est un peu pareil. On a des producteurs, on a des industriels, on a des startups, il y a les consommateurs finaux à la fin. Et ben tout ça, il faut faire des coalitions et il faut que tous ces acteurs-là bougent ensemble. On voit que d'ailleurs, c'est même pas à l'intérieur d'une même chaîne de valeur, puisque l'agriculture et l'énergie doivent fonctionner ensemble. Et donc je pense que le secteur privé va devoir fonctionner en écosystème. Vous êtes formidable, donc bravo. Vous pouvez l'applaudir d'avoir tenu la minute. Éric Labaille, pour l'École Polytechnique et notre modérateur, on a de la chance aujourd'hui. Pour votre conclusion, je vous ai vu prendre plein de notes pendant la table ronde. Donc vous l'avez inventé là en plus, la conclusion, vraiment. Absolument. Je verrai juste 3 points en fait en conclusion. Je pense que le premier, on a une très belle démonstration de la complémentarité entre les deux industries, qui n'était peut-être pas évidente pour tout le monde dans la salle. Mais je pense que aussi bien la production d'énergie par l'agriculture que la grosse question d'allocation des terres agricoles en termes de leur usage. Donc vraiment, continuons à approfondir et à faire connaître cette complémentarité. Le deuxième élément, moi, que je retiens, c'est qu'il y a des solutions. On a parlé, moi je parlais au début de production, nouveaux modes de production et sobriété. On a eu de nombreux exemples. Il y a des axes de travail sur les deux. Et donc ça existe, la technologie est là, l'innovation est là, le savoir-faire est là. Et donc, en fait, le troisième point, c'est vraiment vitesse et échelle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe maintenant, on a ces solutions, à l'échelle, et pas uniquement à l'échelle en France d'ailleurs, parce que le problème, il est mondial, on l'a vu, c'est la plupart des consommateurs, en fait, sont en dehors d'Europe. Donc, comment est-ce qu'on passe à l'échelle si on veut atteindre en 2050 les objectifs des accords de Paris? Eh bien, il faut changer drastiquement. Et c'est là où le dernier point que je ferai, c'est qu'on n'a peut-être pas eu le temps encore trop d'en parler, mais quelle est l'équation économique et quels sont les incentives? Comment est-ce qu'on incite les citoyens à évoluer? Comment est-ce qu'on incite les producteurs à évoluer? Et quelle est la réflexion? On ne peut pas garder un ROCE de 1% pour des producteurs, on ne peut pas laisser des citoyens ne pas avoir de valeur dans la production. Donc là, il y a toute une réflexion à avoir, à la fois sur la pédagogie, en termes de communiquer avec le plus grand nombre sur les faits qu'on a partagés aujourd'hui, mais aussi une réflexion de comment est-ce qu'on fait bouger. Comment est-ce qu'on fait avoir plus de projets parce que le capital est là, mais ce sont les projets qui ne sont pas là? Ou comment est-ce qu'on a plus de citoyens qui commencent aussi à travailler, chacun d'entre nous, pour faire avancer les choses? Donc cette réflexion, c'est le management du changement, incentive ou autre, pour moi c'est peut-être le sujet principal, puisque technologiquement on a les solutions, on voit comment y arriver, maintenant il faut mettre en mouvement à plus forte vitesse et à plus forte échelle. Eh bien bravo, et je pense qu'on peut féliciter tous nos intervenants et intervenantes pour cette table ronde. Très bonne rencontre économique d'Aix.